La pratique infirmière évolue suivant les avancées technologiques, les découvertes scientifiques et l'évolution des modes de prise en soin et ou d'hospitalisation. L'infirmier ou l'infirmière, dans son exercice, est confronté à des situations de soins complexes nécessitant de la réactivité afin de soigner le patient et sa famille de façon adaptée, c'est-à-dire individualisée. La complexité des situations de soins étant multifactorielle, liée à des facteurs biologiques, physiologiques, mais aussi sociaux, familiaux, économiques, culturels, psychologiques, légaux, etc., impose aux soignants d'être constamment en réflexe de questionnement, c'est-à-dire capable de mobiliser ses capacités d'analyse pour personnaliser les soins. Le soignant est constamment en réflexe de questionnement face aux indices, aux signes, aux symptômes qu'il perçoit lors de chaque rencontre avec la personne soignée et qui prennent sens dans chaque contexte maladie, personne ou événement, personne. Cette citation, empruntée à Marshall et Psiuk, souligne plusieurs idées. Premièrement, l'expression du ressenti et du vécu de la maladie ou de la situation de soins est différente d'une personne à l'autre. Deuxièmement, c'est en se montrant attentive aux manifestations de la personne, en recherchant les signes cliniques précis, en recueillant les ressentis, en écoutant ses paroles, parfois ses silences, ses pleurs, que l'infirmier ou l'infirmière exerce son réflexe de questionnement pour personnaliser les soins de la personne. Le raisonnement clinique est aussi nommé évaluation clinique. Évaluer, c'est porter un jugement. Cela renvoie à l'idée de raisonner. Le terme clinique, quant à lui, signifie au chevet du patient, à l'endroit où il reçoit les soins, en tenant compte de ses particularités. Penchons-nous maintenant sur le terme raisonnement, dont la racine latine signifie évaluer. À la lecture des différentes définitions, nous remarquons que le raisonnement mobilise les capacités cognitives, c'est-à-dire les processus mentaux pour percevoir, analyser, mettre en relation, etc. Il nécessite des étapes logiques pour distinguer, associer, relier des éléments. Il permet de comprendre une situation, un problème, et de juger, c'est-à-dire tirer des conclusions. Les opérations ou activités mentales sont conscientes et ou inconscientes. Sur cette diapositive, plusieurs d'entre elles sont définies. L'évocation. Action de rappeler quelque chose à la mémoire. Dans le prochain cours, où vous seront présentées des situations de personnes, les questions seront formulées de cette manière. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? La perception. Auprès du patient, elle vous permettra de relever un ou plusieurs éléments qui vous amèneront à vous questionner, à investiguer. Le raisonnement par induction est aussi appelé raisonnement par amplification. Par exemple, vous avez vu quelques moutons dans un pré. Ils étaient tous blancs. Donc, vous concluez que tous les moutons sont blancs.
Le raisonnement par déduction est élaboré à partir des connaissances antérieures, vraies et argumentées. C'est un raisonnement par lequel les liens de cause à effet sont établis. Il s'agit de la démonstration. Le prochain cours est un temps de travail à partir de situations courtes. Pour chacune d'entre elles, des questions seront posées. Soyez authentique pour y répondre. Il n'y a pas de bonne réponse. Il s'agit plus d'un temps de réflexion sur vos mécanismes de raisonnement. Et nous en échangerons lors du 3e cours. Le raisonnement clinique et la démarche clinique ont le même sens. Mais quelles en sont les étapes? En situation réelle, auprès du patient, l'infirmier ou l'infirmière recueille des informations, des données significatives, les symptômes, les signes présentés par le patient, ses capacités qui peuvent être limitées par le vieillissement ou la maladie chronique, formule une ou plusieurs hypothèses, recherche des données complémentaires pour tester la ou les hypothèses, puis conclut en formulant le ou les problèmes de santé. Ensuite, sont mis en œuvre les soins qui peuvent être de nature préventive, curative, palliative, selon la situation du patient. Il existe plusieurs types de raisonnement. Arrêtons-nous sur 2 d'entre eux. Le raisonnement hypothético-déductif. C'est une méthode de raisonnement analytique expérimentale. Le raisonnement par anticipation. C'est le mode de raisonnement de l'expert qui, fort de sa grande expérience, s'appuie pour raisonner sur les points communs, les similitudes des situations cliniques vécues. Pour conclure, retenons que la démarche clinique est un processus cognitif dont la pertinence dépend de la considération des caractéristiques du contexte, c'est-à-dire des circonstances liées à la situation, du niveau de test des hypothèses, en se méfiant des raccourcis qui sont les biais cognitifs, formes de pensée logiques ou rationnelles ayant tendance à être systématiquement utilisées. Voici une autre manière de présenter les modes de raisonnement clinique. Ils sont au nombre de 5. La remémoration complète. Chacun d'entre nous avons des moyens différents pour mémoriser. Il peut s'agir de moyens mnémotechniques, d'association à un fait, une expérience, etc. Les habitudes. Ce sont des automatismes, souvent utilisés en début de carrière, car les habitudes sécurisent. L'enquête. Elle est à privilégier car elle évite les conclusions trop hâtives et favorise la personnalisation des soins. Les nouvelles idées et la créativité.
Pour illustrer la créativité dans la pratique soignante, je vous invite à visionner le film dont le lien est en bas de page. La métacognition. Elle nécessite d'être attentif à soi, de prendre conscience de sa manière de penser. Pour rappel, nous avons déjà abordé les opérations mentales, les modes de raisonnement et précisé ce que revêt l'expression de raisonnement clinique, à savoir raisonnement au lit du patient, compétences reconnues aux infirmiers et aux infirmières et inscrites dans le cadre réglementaire, comme cela est présenté dans cette diapositive. Cette définition de Thérèse Piouc nous rappelle que le raisonnement clinique est un processus intégrant la prise d'informations ou de données dans la situation du patient et le traitement de ces informations afin de retenir l'hypothèse de problème de santé la plus probable. Lorsque l'hypothèse est validée, on parle de conclusion du raisonnement clinique ou de jugement clinique. Cela correspond à la formulation du problème de santé du patient, encore appelé cible. Dans la pratique, le processus de raisonnement clinique chez les professionnels est implicite. Est seulement visible la conclusion sous la forme de transmission ciblée dans le dossier de soins du patient. Les transmissions ciblées sont des informations importantes et utiles à la continuité de la prise en soin en équipe pluridisciplinaire. Le concept de raisonnement clinique est modélisé selon 4 attributs. Premièrement, la pertinence des connaissances en sciences médicales et en sciences humaines mobilisées à bon escient dans une situation. Deuxièmement, la maîtrise de la relation d'aide impliquant de questionner sa relation à l'autre, cet autre qui est le patient. Cela suppose également de comprendre l'intérêt de la communication verbale, de la communication non verbale, de repérer le besoin d'écoute du patient, de respecter les silences lors des échanges et d'être en capacité d'instaurer une relation de confiance et d'adopter une attitude de compréhension. Le troisième attribut concerne la méthodologie du raisonnement dont la thématique a déjà été abordée précédemment. Vous pouvez simplement vous poser plusieurs questions. Quelle est votre habitude à raisonner? Êtes-vous plutôt dans l'induction ou dans la déduction? Avez-vous l'habitude de vous remémorer des faits antérieurs lorsque vous vivez certaines situations? Êtes-vous méfiant quant aux idées toutes faites? Êtes-vous créatif? Avez-vous le profil de l'enquêteur?
Le quatrième attribut s'intitule la maîtrise des niveaux de jugement clinique. Ils sont au nombre de 5. Novice, débutant, compétent, performant et expert. Les étudiants en apprentissage passent du niveau de novice à débutant. Puis, une fois professionnels en exercice, ils franchissent les différents paliers, c'est-à-dire qu'en développant leur savoir à partir de leurs expériences auprès des patients, ils améliorent leur raisonnement clinique et deviennent compétents, puis performants et enfin experts. En apprentissage, vous exercez au raisonnement clinique, vous exercez à être attentif à votre propre raisonnement, vous permettra de développer votre réflexe de questionnement, votre réflexe d'anticipation et votre maîtrise du jugement clinique. Voici une vignette clinique. Il s'agit de l'histoire de Monsieur A. Observez-le. Prenez la place de l'infirmière et observez-le à nouveau. Quelles hypothèses de problème vous viennent à l'esprit? Quelles données vous manquent? Quelles questions souhaiteriez-vous poser à Monsieur A? Si vous étiez dans sa chambre, peut-être aimeriez-vous contrôler ses paramètres vitaux? Si oui, lesquels? Notez tout cela sur un document. Vous pourrez comparer votre raisonnement à celui de l'infirmière présenté sur les diapositives suivantes. Dans cette situation, le réflexe de questionnement de l'infirmière l'amène à émettre plusieurs hypothèses. S'agit-il d'une poussée artérielle hypertensive, d'un syndrome méningé ou encore d'une migraine? Afin de confirmer ou d'infirmer ces hypothèses, elle mène son enquête en posant plusieurs questions à Monsieur A. Avez-vous des nausées? Non. Êtes-vous gêné par la lumière? Non. Avez-vous des acouphènes? Non. Des vertiges? Oui. Depuis combien de temps avez-vous mal à la tête? Depuis 1 heure. Quelle est votre tension artérielle habituelle? 13,8. Comment est votre douleur? Comment la caractérisez-vous? C'est une douleur pulsatile, localisée à la base du crâne et du côté droit. De cet échange avec Monsieur A, l'infirmière retient des indices significatifs, à savoir une augmentation de la tension artérielle par rapport à la valeur habituelle, puisqu'elle est à 22,10 contre 13,8 habituellement. Des maux de tête apparus depuis 1 heure, une douleur siégeant au niveau occipital de type pulsatile, une sensation de vertige, des antécédents familiaux d'hypertension artérielle. L'hypothèse la plus probable, ou jugement clinique, peut être formulée ainsi. Suspicion de poussée hypertensive. Une des solutions aurait été d'administrer à Monsieur A un antalgique.
Cela correspondrait à un niveau de raisonnement clinique qualifié de bas, équivalent à celui de novice. Mais dans cette situation, l'infirmière a mené une enquête et a retenu l'hypothèse de poussée hypertensive, en a informé le médecin, puisqu'elle anticipe sur le risque de complications vasculaires. Elle fait preuve alors d'un niveau de raisonnement clinique qualifié de haut, correspondant à celui d'expert, et contribue à la pose du diagnostic médical, comme cela est précisé dans le cadre réglementaire. Pour recueillir les informations, l'infirmière a adopté une posture professionnelle pour gagner la confiance du patient et recueillir des indices qu'elle a qualifiés de significatifs en les confrontant à ses connaissances, ici les signes de l'hypertension artérielle. Pour trier les indices ou les données de la situation, pour leur donner du sens, Thérèse Psiuk propose un outil nommé le modèle clinique trifocal. Ce modèle permet de saisir les particularités de la personne, puis de personnaliser les soins. Très schématiquement, il aide à définir les véritables problèmes de santé de la personne en situation de maladie, de handicap ou de dépendance. Il propose une orientation vers des champs de connaissances à mobiliser pour éviter les erreurs de jugement. Par exemple, l'hypersomnie, c'est-à-dire le fait de dormir beaucoup, peut être un signe de dépression, donc un signe de pathologie pour une personne, et pour une autre, une réaction humaine liée à une fatigue consécutive à une infection. Il donne sens à la collecte de données selon les hypothèses à confirmer ou à infirmer. Il organise les données en 3 domaines que nous allons étudier maintenant. Le premier domaine clinique concerne la maladie, la situation de handicap ou de dépendance. Dans ce premier domaine, l'infirmière exerce son réflexe de questionnement en repérant les signes et symptômes précis de la maladie, ainsi que les effets des prescriptions médicales. Notons que les signes sont des éléments objectifs, observables par la clinique, par les examens complémentaires, biologiques, radiologiques, etc. Le deuxième domaine clinique concerne les complications et les risques liés à la pathologie et aux effets secondaires des traitements. Le troisième domaine concerne les réactions humaines et les ressources de la personne. Dans ce domaine, l'infirmière se questionne sur les réactions de la personne face à sa situation. Il s'agit de chercher à comprendre l'impact de la situation de la personne sur ses dimensions biologiques, psychologiques, sociales, spirituelles. Ce dernier domaine concerne également les capacités de la personne, ses ressources, ses envies, ses désirs, ses émotions, positives ou négatives, ses choix, etc.
Soigner une personne, c'est la comprendre. Comprendre qui elle est, analyser sa situation et identifier son problème de santé. Soigner une personne, c'est aussi mettre en œuvre des soins, qu'il s'agisse de soins préventifs, curatifs, palliatifs. C'est donc mener une démarche clinique et une démarche de résolution de problèmes, deux processus complémentaires présentés dans ce tableau.